que ces homo sapiens s'agitent dans tous les sens. Les maisons, les habits, les objets, les coiffures, ils font tout pour nous ressembler. C'est quoi cette affaire? Ça fait un moment que je les observe et je me demande ce qu'ils trafiquent. En tout cas, la chose la plus importante pour eux, c'est ce truc en métal auquel ils s'accrochent. Ils appellent ça une caméra. Et dès qu'elle arrive, ils font silence. Il paraît que c'est pour la télévision. Bon. En fait, j'ai compris. Ils veulent tout faire exactement comme nous, on faisait à notre époque. Tout ça sous les ordres d'un sorcier, le réalisateur Jacques Malater, et de 2 chamans, les professeurs Yves Coppens et Jean Guilaine. Mais moi, le néolithique, je connais. Voyons comment ils ont fait pour raconter mon histoire. Le documentaire fiction, c'est raconter la grande histoire par la petite histoire. C'est un voyage dans le temps. Le spectateur assiste à la destinée de personnages. À travers ces destinées, il va comprendre ce qui a changé dans sa vie, ce qui a changé dans le monde et finalement, ce qui a fabriqué notre vie à tous. Franchement, je me doutais pas qu'on aurait autant d'influence sur vous. Je pense que la manière de faire comprendre cette longue histoire, ça a été de présenter non pas cette histoire sous la forme d'un discours, mais sous la forme de personnages jouant véritablement les hommes préhistoriques, pour que l'on perçoive le fait que c'est vraiment là notre ancestralité. Ce type de fiction est intéressant dans la mesure où il essaie de faire passer auprès du public des messages. Au fond, ce n'est pas le détail archéologique tel que nous, archéologues, nous voyons qui est important, c'est une forme de restitution de l'ambiance, du climat de ces époques-là. Et de ce point de vue, je pense que le but a été atteint. Il faut dire que cette tribu a mis les moyens. Mais là, leurs bijoux, c'est des faux. Moi, à mon époque, c'était des vrais. Et croyez-moi, je m'y connais. J'ai suivi la piste de leur chasseur d'images. Chaque jour, ils quittaient sa caverne pour un de leurs campements et retrouvaient le reste de la tribu autour de leur totem de métal. Bonjour. Bonjour. Ça, je connais. J'ai appris que pour en arriver là, leurs scribes scénaristes se sont creusés la tête pendant des mois avec les chamans scientifiques. Tout ça pour reconstituer certaines de nos trouvailles, qui d'ailleurs vous servent encore, comme le métal. Du cuivre, de l'étain, mélangé dans un même bain. C'était simple, mais il fallait avoir eu l'idée. Dans le néolithique, en moins de 12 000 ans, il y a des découvertes partout dans le monde, des inventions qui se propagent et qui changent la vie des hommes. On a eu plus envie de raconter les changements de vie de l'être humain plutôt que de raconter la vie des inventions. Que sur toi. Comme une réflexion personnelle. Le mécanisme, c'est plus regarder comment ça s'est passé la première fois, c'est regarder comment les inventions nous ont fait changer et ont fait en sorte que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ah, ils font tout ça pour se comprendre. C'est pour ça qu'on les fascine autant. Action! Ils sont allés jusqu'à reconstituer le plus important des berceaux du néolithique, le nôtre. Ils n'ont vraiment rien laissé au hasard. J'ai pensé que le film pourrait très bien se dérouler au Proche et Moyen-Orient, parce que c'est la zone où est née l'agriculture, où est né l'élevage et où sont nées également les premières cités. On avait donc là la possibilité d'avoir à la fois une vision de la révolution du néolithique, qui est la révolution agricole, et d'avoir également en parallèle la révolution urbaine, qui est celle de l'apparition des villes, de la pyramide sociale et de l'écriture. On a donc là, sur un territoire relativement peu étendu, 10 000 ans d'histoire qui se placent à un moment clé de l'évolution de l'humanité. Eh ben moi, mon moment clé, c'est l'invention de la maison. Parce qu'avant, la météo nous en faisait vraiment trop baver.
Ils ont voulu nous refaire le coup de la tornade, mais avec des ventilateurs et de la farine. Cette tribu passe un temps fou à se créer des ennuis. Il y a 3 millions d'années, l'homme a subi le changement climatique. Il l'a subi au même titre que n'importe quel animal. Là, ça me semble parfait. On est prêt? Tandis qu'il y a 12 000 ans, au moment du dernier réchauffement climatique, eh bien, cette fois, les hommes avaient tant développé leur culture que cette culture leur a permis de se servir de ce changement climatique au lieu de le subir. T'as quoi comme diaph? Il paraît que vous aussi vous êtes en plein réchauffement climatique. Toujours au son. Action, envoyez-le. Mais cette fois-ci, vous y êtes un peu pour quelque chose. Elle est bonne? Très bien. Elle est bonne? Ah, elle est bonne. Elle est noire. L'homme qui commence à contrôler les animaux, qui commence à assurer la reproduction des céréales, prend conscience, n'est-ce pas, dans sa tête, qu'il est à même de pouvoir agir sur la matière vivante, qu'elle soit végétale ou qu'elle soit animale. J'avais volé au ciel ses pouvoirs. Je faisais honte à la pluie. Mon idée était plus forte que la nature. Plus forte que tous les esprits. Grâce à cette compréhension de la nature, ils ont pu reproduire les mécanismes naturels et ainsi faire pousser les plantes, ainsi élever des animaux. Finalement, ils ont acquis une liberté et cette liberté-là qui a commencé à leur faire penser qu'ils pouvaient être Dieu. Enfin, l'homme se prend pour Dieu. La femme est beaucoup plus raisonnable, plus discrète en tout cas. Il est bien quand il voit la statue se dresser. Voilà, là t'es très fier, t'es Dieu. Tu dis ta phrase et quand ils se mettent oh, oh, c'est ce qui te fait penser que le bonheur il est là-bas. Action! C'est lourd! C'est lourd! À un moment dans le film, on voit effectivement des gens qui dressent une statue, et nous nous sommes inspirés de celle d'Urfa en particulier, et ont l'air de lever les bras, de vénérer cette statue. Ils vont faire du grand plan c'est haut et nous on avance en effet pour finir en gros plan de la statue. Au fond, il me semble que là, tout le symbole du film est là. C'est là le sacre de l'homme. C'est là, effectivement, le moment où l'homme, se rendant compte qu'il domine la nature, s'autoglorifie, élève un monument à sa propre gloire. Ils étaient vraiment tous contents d'être là. Il faut dire que trouver du boulot quand on a 12 000 ans, c'est pas tous les jours. Et il y a des cousins que je n'aurais jamais rencontrés sans ce film. Je crois que lorsqu'on regarde un film, la première chose que l'on ressent, nous spectateurs, c'est l'histoire. Et qui raconte l'histoire, c'est les personnages. Et qui interprète les personnages, c'est l'acteur. Pour le film Sacre de l'homme, j'ai eu envie que plusieurs acteurs interprètent plusieurs personnages. Elmi interprète 4 personnages. Rabeb interprète 3 personnages. Fatma interprète 2 personnages. J'avais envie qu'il y ait une espèce de transmission de l'émotion, transmission du passé, que finalement l'histoire n'était qu'un simple recommencement dans des systèmes sociaux différents, où les mêmes visages apparaissaient dans des costumes différents, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous tous, on porte les visages de nos ancêtres. Ouais, c'est juste la réplique, soit plus matérielle. Tu vois, c'est trop spirituel. Ouais, voilà. On dirait, voilà. Soit plus matériel, il faut qu'ils soient, tu vois, ils sont pragmatiques quand même. Voilà, avec un petit sourire. Voilà, tu vois, prendre soin de mon enfant, c'est beaucoup mieux ça. La difficulté d'incarner ces personnages, c'est de trouver la femme homo sapiens en moi, par exemple. De faire ce travail d'archéologie intérieure. En même temps, c'était facile parce que c'est naturel en nous. On retrouve nos racines, en quelque sorte. Garde-toi bien. C'est sûr, hein? Tu veux pas t'excuser, bon tant pis.
C'est pas mal comme ça. La vraie punition de me laisser comme ça. Mon rêve! Un institut de beauté néolithique. Finalement, je sais pas s'il faut te raser ou pas. Leurs magiciens maquilleurs sont vraiment puissants. Ils ont quand même transformé mon cousin préféré 4 fois. Les personnages sont différents, mais en même temps, il y a un point commun entre les 4 personnages. C'est quelque chose, comme il disait Jacques, génétique, qui était hérité de chaque personnage à l'autre. Ses qualités, c'est d'abord l'instinct, la générosité, le sens d'observation. Tu lui donnes du pain, tout de suite la générosité du berger, tu manges, immédiatement un regard sur Sarki, et il te parle à l'oreille. Et petit regard après avoir parlé à l'oreille, tu vois, l'idée c'est j'ai besoin de toi. Et puis là, la tête a changé. Quand j'ai commencé à travailler avec Jacques, on a essayé d'aborder chaque personnage à part et de le travailler tout seul et d'aller vraiment dans les limites pour faire la différence. Car on a dit que le point commun, ça sera moi, Helmi. Dans leur charrette, on a peut-être l'air fiers, mais on est tous très impressionnés. On a beau avoir inventé la roue, jamais on n'était allé aussi vite. Comme on travaille pas dans l'ordre, et ça veut dire aujourd'hui, ils vont me faire c'est mon père qui va me faire la crâne. C'est lui qui va me faire une opération chirurgicale pour que je revienne à la vie. Mais je reviens de cette façon-là. J'ai eu vraiment très peur quand ces guérisseurs-là se sont mis en tête de trépaner mon cousin. Ça se voyait tout de suite qu'ils n'avaient pas l'habitude. Action! Ça a toujours beaucoup étonné, mais il y a des trépanations très anciennes qui ont une douzaine de milliers d'années. Alors on place la peau, la croûte, et action! On voit très très bien sur le bord de l'ouverture la trace qu'a laissée le silex. Et lorsque la cicatrice est bonne, lorsque l'os a repoussé, il est tout à fait clair que la trépanation a réussi. Une trépanation. C'était dur quand moi il trépane avant. Ça fait mal, hein? Le trou dans mon crâne avait libéré le sang qui me paralysait. Raconter des histoires au cinéma ou à la télévision, c'est raconter des destins exceptionnels. Des destins qui vont nous permettre, à travers leur trajectoire, de raconter la destinée de milliers d'autres êtres humains. Action! Action! En choisissant Oki comme héros de l'histoire 2, c'est-à-dire cet homme qui vit une trépanation, qui aurait pu subir finalement sa destinée, non, il va la transformer comme tous les hommes du néolithique, il va aller puiser en lui ses ressources intérieures pour mieux inventer le monde dans lequel il vivra. Il installe sa vie sur la planète. C'est peut-être un peu plus triste, tu sais, quand tu regardes. C'est un peu de haine, là. Tu vois, ça plus... Tu vois, comme si tu n'arrivais pas à soutenir trop le regard, tu vois. Tu vois, c'est après, quand tu vas avoir l'idée du chant, que tu vas ta vengeance. Anita Ipush. Manim Anita Ipush. Par Capri. Manum Anita Ipush. La Par Caprini. Pendant des semaines, le sorcier Malater n'a pas arrêté d'organiser des réunions de famille. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Et pour éviter les drames, il nous faisait répéter plusieurs fois tout ce qu'on devait dire et comment on devait le dire. Pas question de bredouiller devant leur totem caméra. Amical, plus amical. Et là, d'un coup, quand il enlève, tu vois que ça t'affecte. Tu vois, tu peux le regarder. Apunama ina akhuka shaki. Waka. Wapunama ina zumri akhika shaki. Voilà, j'incarne maintenant Ike. Ils m'ont fait une opération chirurgicale.
Côté conversation, en acadien comme en sumérien, on pouvait être intarissable. Mais parfois, le sorcier lui-même, pourtant trilingue, avait un peu de mal à suivre. Je dis pas Shalamori. Il n'y a pas. Donc nous, scénaristes, on a raconté notre histoire, on a écrit nos dialogues en français, les scientifiques ont traduit ces dialogues dans ces langues anciennes qui sont l'acadien et le sumérien. Dès que j'ai terminé avec l'autre réplique, avec l'autre, j'annonce tout de suite Sinichan. Sinichan, change de ton. Elle vient avec toi. Là, pendant qu'elle vient, tu la regardes. D'accord. Et là... À partir de moins 6000, moins 5000, on peut supposer raisonnablement qu'il y a déjà en place les gens qui parlaient cimérien. Il se trouve que les langues sémitiques sont des langues extraordinairement stables, qui ne changent pas phonétiquement. Naturellement, il n'y a pas de problème pour les prononcer. Comme le spectateur ne va pas comprendre le texte, il doit comprendre à travers l'action, à travers vos émotions, à travers vos yeux. Il suffit d'apprendre le texte et après jouer l'émotion, jouer le sens du mot. C'est pas jouer le mot. Je m'excuse. Ah non, je me suis trompé dedans. Désolé, j'ai dit la deuxième fois. Oh là là, pardon. Pas grave, on y retourne. Matsi! La Maadika Kunuka Minatamshil, la Ma Satim Shati, Inibouche. Ça, c'est de l'écriture cunéiforme. Sans elle, vous n'auriez pas de livres, pas de journaux, pas d'ordinateur. J'ai toujours pensé que ces tablettes auraient un grand avenir. Pas besoin d'un script. Ah si, attends, je demande. Pas besoin d'un script. Moi, si, toujours. Tu fais les comptes et tout. On appelle ça une assistance de prod. Il y a un outil qui va arriver, qui sera l'écriture, c'est-à-dire qui va servir à mémoriser, qui va servir à établir des listes de denrées. On sent vraiment cette bureaucratie se mettre en place vers la fin du 3e millénaire et qui nous a laissé des milliers de tablettes. Oud. On a la création de l'écriture qui s'inscrit dans une ambiance beaucoup plus générale, qui est celle de la création des villes et qui est celle du commerce à longue distance. Et en même temps, celle du développement de la pyramide sociale. Tout cela est évidemment étroitement lié. Quelques mois avant le tournage, des dizaines d'autres tribus spécialisées se sont relayées pour reconstituer l'atmosphère de mon époque. Mais comment ont-ils pu en savoir autant? On ne leur a laissé que des ruines. Raconter les civilisations d'il y a plus de 10 000 ans, c'est raconter quelque chose dont plus rien n'existe, sauf dans les musées ou les sites archéologiques. Donc il y a un gros travail avant qui est fait avec les scientifiques qui nous donnent les modèles et les équipes d'accessoiristes essayent de reconstruire ces modèles-là, de les refabriquer. Et tout ça se met à exister, tout ça se met à vibrer. C'est très petit, c'est un travail de fourmi. On monte une espèce d'immeuble qui va s'appeler le film, et au départ, il n'y a rien. Un scénario, c'est le plan. Les accessoires, les décors, c'est la matière première. On va créer le décor, et après, on va créer la vie dans le décor. Et action! Dans leur décor, je me sentais comme chez moi. Pour leur tournage, ils ont cherché pendant des semaines le lieu idéal.
Et c'est comme ça qu'ils se sont tous retrouvés en Tunisie. La Tunisie, après avoir visité plusieurs pays nord-africains, s'est avéré le lieu idéal pour tourner ce film. Mais malgré tout, il a fallu qu'on se promène du nord au sud et de l'est à l'ouest. On a tourné la première histoire à la frontière algérienne, où on a recréé un des premiers villages sédentaires. La deuxième histoire se passe près de Bizerte, donc on approche de Tunis. On a construit un village en dur au bord de la mer. L'envie de construire en dur, c'est l'envie d'être dans le vrai. Et je dois dire que ça rajoute à la véracité du comportement de l'acteur, à la véracité du comportement de ma caméra. Là aussi se trouve le documentaire fiction. Là, ils se sont installés aux portes du Sahara, dans ce village inhabité depuis 30 ans. Pas d'eau, pas d'électricité, plein de scorpions. Je sais vraiment pas pourquoi ça leur plaisait autant. La tribu Malater a même dû reconstruire la piste sur 20 km pour y accéder. On doit attaquer normalement la scène avec la chèvre là, dans 3 quarts d'heure. Action! On a effectivement trouvé ce village de Zraoua, un village berbère très ancien, qui a été pour nous une découverte assez incroyable, puisque c'est un village qui a été abandonné il y a 25 ans pour des raisons d'alimentation d'eau. Et donc il est resté pratiquement intact. Et il nous a permis, à l'intérieur, puisqu'on n'a pas reconstitué tout le village, mais il nous a permis de reconstituer une partie du village. On avait engagé des gens pour reconstruire leur village, ce qui était émotionnellement un peu particulier. Et quand on allait chercher les figurants, on s'est aperçu, en se baladant dans les rues, que les gens commençaient, les vieilles personnes commençaient à dire « Ah bah tiens, j'ai habité ici, ah c'est là qu'était le médecin, etc. » Et donc on était dans une situation affective entre le décor et les figurants qui a fait qu'à un moment, il y a une petite magie qui s'est créée comme ça, où on sent qu'on est un peu déconnecté du temps. Et enfin, dans l'histoire 4, on est allé à Monastir, dans un ribat, une espèce de château fort du passé, où il a fallu, pour raconter l'histoire de Sumer, rajouter des feuilles de décor. Mais surtout, il manquait de hauteur, il manquait de largeur, il fallait raconter une ville. Et là, on a utilisé la 3D, l'ordinateur, qui nous a permis de mettre nos personnages seuls devant le désert, et d'un coup, magie du cinéma, il regarde devant lui, et une ville s'étend devant ses yeux. À ma gauche, un vrai chien. À ma droite, un vrai serpent. Grâce à l'ordinateur, le chien ne s'est pas fait mordre et le serpent est resté vivant. Au casting, il y avait aussi des chevaux, des rats, des sangliers, des chèvres, des chats et même des mouches professionnelles. J'ai bien compris que c'est nous, au néolithique, qui avions inventé l'élevage. Et vous, vous avez fait quoi depuis? 3 assistants pour une charrette, avec 2 bœufs. S'il le faut, on tire... Action, Loulette! S'il le faut, on se met à la place des bœufs et on tire la charrette. Pourvu qu'on tourne. Évidemment, c'est toujours difficile de gérer un animal sur un plateau, parce que l'animal ne comprend pas ce qu'on fait. Pour les chiens, on a fait un mauvais casting au début, on a choisi des chiens qui n'avaient pas l'habitude des plateaux de cinéma et de télévision. C'est-à-dire que quand ils étaient devant la caméra, ils ne faisaient pas forcément et nécessairement ce qu'on avait prévu, même si on demandait juste d'être des chiens. Coupé! Oh, putain, c'est que du chien. Donc ça paraît simple d'être un chien pour un chien, mais devant une caméra, ça devient compliqué parce que le chien est très distrait. Il y a 150 personnes qui le regardent et d'un coup, il perd son naturel. Il a fallu donc faire appel à des chiens de cinéma, des chiens professionnels. Pas bouger, assis. Ah, ça fait plaisir. Les chiens, vous les traitez bien. Stop! Assis! Allez-y. Donc ils ont pu évoluer au milieu de ce Barnum qui est une équipe de cinéma et faire ce que l'action leur demandait de faire. Il reste avec moi, il faut que je le nourrisse, il va dormir avec moi.
On va rester ensemble, quoi. Faut qu'ils s'habituent, il va falloir qu'on court. Vas-y. Hé, donne. Regarde, Zizou. Avec le singe, on avait affaire à une grande star, puisqu'il s'appelait Zizou, donc prénom prédestiné, si ce n'est qu'à certains moments donnés du film, il n'était pas du tout décidé à travailler, il se révélait farceur, il se révélait révolutionnaire. Donc on s'est retrouvés à un moment donné, bloqués, nous, à plus de 150 personnes sur le plateau, tout simplement parce que Zizou, la star des petits singes, refusait de tourner avec son partenaire. Mais à l'image, il reste un très grand professionnel, puisque chaque fois qu'il est dans le cadre, Zizou le singe resplendit de vérité. Le sorcier Malater n'hésite jamais à se mouiller pour montrer le chemin. Mes cousins en profitent bien. Le chasseur d'images Martial Barrault est comme toujours à l'affût. 10 tranches de foie cru au petit déjeuner sans rien avoir à chasser. Ah, ce cousin a été pourri gâté. Montre avec cette main qui mange. Mange. Direct, maintenant. Oui, le morceau. Français, c'est 4. Montre-le, qui mange. On y retourne. Coupe. Tout de suite. Là, tu tournes ta tête, tu dis ton texte. On y retourne. Il fait exprès pour te faire bouffer. Ah, c'est ça. Et action. Pardon. Je retourne. Chez moi, les oiseaux étaient quand même moins bruyants. C'était plus propre et on respirait mieux. Quand on veut faire un film sur une civilisation qui s'est passée il y a 10 000 ans ou 5 000 ans, il y a un élément important qui dérange, c'est le son de la vie du XXIe siècle. Donc on part du principe qu'on va tout recréer, reconstituer. Cet étrange rituel se déroule en Belgique. Nous sommes dans le clan des faiseurs de bruit. Lui, c'est Thierry Frémont. Les villages pourront dorénavant s'installer dans des zones plus arides et faire venir l'eau. Oh là là, genre là, des caisses là. Il parle de nous comme personne. Intérieur, un truc comme je le faisais avant. Pourtant, j'en suis sûre. Il n'a jamais rencontré ma famille. Nous, la famille de la lignée de Gaïa, nous étions devenus les plus puissants. Tu vas en tenter une? On te met plutôt dans l'oreille. Peut-être. J'étais devenu plus fort que les esprits. Ce nouveau pouvoir le rend fier et dominateur. Il commence à croire qu'il est plus puissant que la nature. D'ailleurs, pour représenter ses divinités, il abandonne les images d'animaux et d'esprits naturels. Il se représente lui-même. Nous, au néolithique, on a commencé à maîtriser les caprices de la nature. Reste à maîtriser les caprices de l'homme. Et là, il y a du boulot. Mais c'est à vous d'écrire l'histoire. Bon, bah alors les mecs, là, il ne se passe rien, il n'y a personne qui vient les cracher dessus, il n'y a personne qui vient les insulter. Je comprends pas pourquoi la figuration, tout s'arrête, tout est derrière, il n'y a plus de boulet devant. On est au théâtre, quoi. Ils peuvent même venir, Tu vois, d'accord, tu règles ça tout de suite, on va répéter. Quand il y a un certain nombre de gens qui vivent ensemble et qu'il y a un conflit, qu'il faut bien le régler, comment on le règle? On met en place une organisation, la justice, la loi, le chef, toutes les sociétés du monde sont confrontées
à ces problèmes-là. Et on a traité que des problèmes auxquels sont confrontés la plupart des gens de notre planète aujourd'hui. On y retourne. Tu piques sur le lit. Tu le pousses au sol, vas-y. Vas-y, ça fait pas mal. Ça va, Philippe hein? Action! La force de cette histoire, c'est qu'elle raconte comment sont nées les civilisations, c'est-à-dire notre société d'aujourd'hui avec les pouvoirs qui les gouvernent. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que chaque individu aujourd'hui, dans le monde entier, est porteur de l'héritage de Homo sapiens. Et finalement, quand on revient aux origines, on comprend mieux où on va. Donc je crois que j'ai appris à mieux me situer dans la société d'aujourd'hui. Et si je me situe mieux dans la société d'aujourd'hui, je peux peut-être espérer mieux pour celle de mes enfants, celle de demain. Je crois en fait que le film montre une forme d'engrenage. Au fond, tout est parti de là. Et si aujourd'hui nous avons ravagé la nature, c'est parce que ces gens-là ont commencé eux-mêmes à la transformer. Donc il y a à la fois là, quelque part, une victoire, une promotion de l'homme, mais en germe, il y a là-dedans tous les avatars que nous avons fait subir par la suite à la nature et desquels elle se venge parfois aujourd'hui. L'homme peut être défini dès son émergence, dès 3 millions d'années, comme un être vivant, pensant, et le fait qu'il soit pensant lui a donné une liberté, ce qui est quand même fantastique, mais en même temps la responsabilité de sa liberté. Et c'est ce qu'il faut ramener sans cesse à la raison, mais l'humanité en est tout à fait capable, et je ne l'ai jamais vue ne pas se ressaisir lorsqu'elle était allée trop loin dans l'usage de sa liberté. La terre n'est pas à vous. Ce sont vos enfants qui vous la prêtent.